Alain, propos d'un Normand. Servitude militaire. Il faut prêcher la paix. Il faut démasquer la guerre, afin que les amis de la justice n'en viennent pas, par un amour désordonné pour la guerre juste, à adorer la guerre tout simplement. Si l'on considère attentivement l'inégale répartition des biens et l'inégale répartition des travaux et des loisirs, on se dit qu'il y a un excès d'injustice qui devrait naturellement disparaître, le grand nombre agissant naturellement contre le petit nombre, et tendant toujours à retrouver l'équilibre, c'est-à-dire une certaine égalité. Pourquoi cela ne se fait-il pas? Pourquoi cela ne s'est-il pas fait? Comment s'explique, pour simplifier, ce pouvoir d'un seul contre plusieurs? Par la guerre. Mais il faut l'entendre. Dire que les guerriers ou gardiens, en tout temps, ont fixé eux-mêmes leur récompense, ou plutôt ont pris, comme on dit, la part du lion, c'est laisser entendre que la masse avait peur et était pacifique. Or, il n'est point vrai que la masse des hommes soit douce et paresseuse. Je crois au contraire que la plupart des hommes aiment la guerre, et que c'est pour cela que les formations de guerre et les inégalités qu'elles entraînent sont si difficiles à rompre. En peu de mots, la guerre n'est un mal que parce que la plupart des hommes sont guerriers. Non qu'ils soient féroces, ni même méchants. S'il en était ainsi, il n'y aurait que guerre, et non point amour de justice. Je crois que c'est par le meilleur d'eux-mêmes qu'ils aiment la guerre, et voici comment. Les jeux de la force sont réglés. Ils supposent bien la haine, mais ils supposent l'amour aussi, c'est-à-dire l'alliance, la fidélité, la chaleur d'un sentiment commun, l'entraînement d'une action commune, et pour tout dire la vie hors de soi, hors des petites misères, hors des petites rancunes et des petites précautions, hors de l'ennui. La guerre jette l'homme le plus médiocre dans la vertu des héros. Il s'y trouve bien, il y sent une noble destinée, en quoi il ne se trompe pas tout à fait. Seulement ce n'est point la haine ni l'animalité qui le réchauffe et le transporte. C'est au contraire l'amour, la vie hors de lui, la pratique d'une justice enfin qui, par la guerre, devient soudain plus nécessaire que les armes. Après un si grand effort, il reste quelque chose de plus encore qu'un aspect aveugle pour la guerre et pour les formations de combat. Il reste une dureté pour soi et une espèce de carapace contre la pitié. Il reste aussi cette idée que l'on a assez fait maintenant pour les autres et pour la justice. Le prétorien montre ses blessures et dit « J'ai souffert bien plus que vous, et sans me plaindre. » Riche, il ne se croit point trop récompensé. Pauvre, il pense qu'il en a vu bien d'autres, et fait bonne figure à cet ennemi-là aussi. Tous deux pensent que ce sont les hasards de la guerre, d'autant que le souvenir fait revivre cette égalité des risques, cette obéissance en somme volontaire, cette simplicité des camps, cette valeur de l'individu qui dépend du courage et qui établit une fraternité de fond entre général et troupier. Ces jeux d'idées inévitables jettent le peuple guerrier dans une servitude organisée qu'il ne discute point. Voilà pourquoi la guerre est le jeu des tyrans. Les justes sont l'escorte et la garde prétorienne de l'injustice. Par ces raisons, tout acte de force pour la justice tue la justice. Si ces rapports étaient clairement saisis, la provocation serait enfin détrônée après tant de siècles, et nous verrions de grandes choses. 13 janvier 1911.